Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans ce nouvel espace commentaire, l'émission où je réponds à vos questions de la semaine. Aujourd'hui, nous allons parler de James Webb, de nuages de quartz et de nova récurrentes. Mais juste avant ça, un petit mot sur notre sponsor du jour, CyberGhost VPN. J'ai pu tester leur service cette semaine et c'est pourquoi je vous le recommande. Personnellement, c'est un outil que j'utilise pour me garantir un accès à toutes les informations spatiales, même lorsque des médias sont bloqués dans certains pays. CyberGhost VPN est le leader mondial de la sécurité et de la confidentialité sur Internet, avec plus de 38 millions d'utilisateurs dans le monde. CyberGhost permet de garantir votre anonymat en masquant votre IP, et comme on est de plus en plus surveillé sur Internet, c'est l'outil parfait pour en prendre en main votre vie privée. CyberGhost conserve de son côté aucune donnée utilisateur. Leur VPN vous permet également d'accéder à tous les catalogues de toutes les plateformes de streaming, Netflix, Prime Video, Disney+, etc. Rien que pour les 2 premières saisons de Twin Peaks, ça vaut le coup. Vous pouvez en fait accéder à n'importe quel site sans vous inquiéter de savoir s'il est bloqué dans votre pays ou un pays que vous visitez. Si vous allez un jour en Chine, vous verrez que c'est essentiel à la survie quand on a été habitué au service Google. Vous pouvez ainsi choisir quelle adresse vous laissez transparaître parmi plus de 9700 serveurs dans 91 pays. Bon, il n'y a pas encore de serveurs sur la Lune ou sur Mars, mais ça viendra peut-être. L'interface d'utilisation est super simple, elle fonctionne avec Windows, l'écosystème Apple, Android, Linux ou même les Smart TV. Vous pouvez connecter jusqu'à 7 appareils en simultané. Pour vous aider à profiter de ces services, on a une super réduction à vous proposer, moins 83% sur l'abonnement CyberGhost VPN et 4 mois offerts. Ça ne vous coûte pas grand chose d'essayer puisque l'offre vient avec une garantie satisfait ou remboursée de 45 jours. Si vous êtes intéressé, vous pouvez suivre les liens en description en bas de la vidéo. Et nous, on retourne à James Webb et à ses nuages de quartz. Toutes les semaines, vous êtes nombreux sur la chaîne à nous demander des nouvelles de James Webb. C'est un peu le sujet favori de l'année et on le comprend tout à fait. Puisqu'on n'a pas pris le temps de l'évoquer dans le DNDE, on va donc revenir sur 2 de ces observations récentes. La première concerne une exoplanète, WASP-17b. Il s'agit d'une planète géante, un peu plus grande que Jupiter, qui a été découverte en 2009, à 1320 années-lumière du Soleil. Elle a déjà fait l'objet d'efforts d'observation conséquents. Hubble avait notamment aidé à déterminer que des minuscules particules solides devaient se déplacer dans son atmosphère. La semaine dernière, une équipe travaillant avec James Webb est venue apporter plus de détails sur ces étranges aérosols. Un spectre détaillé a pu être obtenu lors de transits et il nous permet de déterminer leur composition chimique. Il s'agit en fait de quartz. Cette géante gazeuse possède ainsi des nuages de cristaux, pas banal. Cela s'explique cependant de par sa situation. Sur sa phase jour, sa température peut monter jusqu'à 1500 degrés Celsius. On trouve dans son atmosphère une chimie en grande partie classique, de l'hydrogène, de l'hélium, du dioxyde de carbone et de la vapeur d'eau. Le quartz constitue une exception notable. Il serait présent à grande altitude sous forme de microparticules de quelques dizaines de nanomètres. Ces cristaux ont dû se former par une transition de phase gaz solide sans passer par une phase liquide. C'est un phénomène qui n'est possible que dans un environnement aussi exceptionnel que celui de WASP-17b. Puisqu'on parle de James Webb et de géantes gazeuses, le télescope a également pointé son miroir vers Jupiter, ce qui lui a permis de mettre en avant un nouveau phénomène climatique au-dessus des nuages de la géante gazeuse. Bon, il faut déjà se rappeler que le télescope observe en infrarouge. Les couleurs que vous voyez sur ces clichés ne sont donc pas réelles. Le phénomène qui nous intéresse se trouve au niveau de la bande équatoriale. James Webb a pu y identifier un courant atmosphérique circulant à grande vitesse, entre 20 et 35 km au-dessus de la couche nuageuse. Là où les choses deviennent intéressantes, c'est que l'équipe qui a fait la découverte pense que ce courant pourrait être variable. Ils s'attendent à le voir évoluer en intensité au cours des 2 à 4 prochaines années. Ce serait le signe qu'il est lié à d'autres structures atmosphériques de la géante. Les observations en infrarouge de James Webb permettent de faire apparaître des phénomènes qui n'étaient pas visibles pour Hubble. Ce n'est ici pas un problème de résolution mais de longueur d'onde. Le télescope géant de la NASA va ainsi continuer à consacrer une partie de son temps d'observation à des objets du système solaire. Après tout, comprendre Jupiter, c'est aussi se donner une meilleure chance de comprendre les géantes gazeuses qu'on observe dans d'autres systèmes planétaires. Avec les 2 observations dont on vient de parler, James Webb nous fait une magnifique démonstration de ses capacités pour analyser aussi bien l'atmosphère d'une planète située à quelques centaines de millions de kilomètres que celle d'une planète située à plus de 1000 années-lumière.
Allez, comme je vous l'ai dit, la deuxième question est sur les novas récurrentes. Pourriez-vous nous parler de TCRB et de la future nova de 2024 ? Bonjour Mahler. Il existe plusieurs phénomènes qui peuvent amener une étoile à voir sa luminosité varier. Ces dernières années, on a par exemple souvent parlé de Bételgeuse, qui tour à tour perd et gagne en luminosité. Cette géante rouge est instable et devrait exploser en supernova dans quelques dizaines de milliers d'années tout au plus. Les céphéides sont un autre type d'étoile variable qui gonfle et dégonfle régulièrement, brillant plus ou moins fort dans le ciel. Les novas, enfin, peuvent également varier en luminosité de manière régulière, mais souvent sur des cycles longs. T Coronnae Borealis, l'étoile dont il est ici question, est justement une nova récurrente. Sa luminosité peut subitement augmenter fortement, après quoi elle retombe en quelques semaines, pour retrouver un état stable pendant quelques dizaines d'années. Ce comportement a été observé pour la première fois en 1866. Un autre cycle a pu être pleinement observé début 1946. Des travaux historiques publiés le mois dernier pointent vers une première observation en réalité très précoce. Un manuscrit médiéval datant de 1217 évoque ainsi une étoile devenant pendant quelques jours très brillante dans la même région du ciel. Certains astronomes pensent ainsi qu'il s'agissait d'un des cycles de T Coronnae Borealis. Un autre pic lumineux a potentiellement été identifié en 1787 à partir d'un catalogue d'étoiles. Cela est impossible à confirmer, mais c'est peut-être un signe supplémentaire de l'extrême régularité du cycle de cette étoile. Celui-ci ferait à peu près 80 ans, et nous serions donc à la veille d'un nouveau pic lumineux. Celui-ci pourrait se produire au cours du printemps prochain. Pour le moment, l'étoile a plutôt perdu en luminosité, mais c'est un comportement qui avait déjà été observé en 1945, quelques mois avant le pic lumineux. On n'est donc encore une fois pas capable d'émettre de certitude, mais disons qu'il y a de bonnes chances pour que T Coronnae Borealis soit au rendez-vous pour un nouveau spectacle. Si le scénario du siècle dernier se reproduit, elle devrait devenir une des 50 étoiles les plus brillantes du ciel, alors qu'elle est aujourd'hui invisible à l'œil nu. Sur le plan physique, pour comprendre ce qu'il se passe, il faut déjà savoir que T Coronnae Borealis est une étoile double. On parle en fait d'une géante rouge et d'une naine blanche. Toutes deux se tournent autour à environ la moitié de la distance qui sépare le Soleil de la Terre, avec une période orbitale de 228 jours. La naine blanche subtilise en permanence de la matière à la géante rouge, elle est donc entourée d'un disque d'accrétion. Cette matière s'accumule pendant des décennies à la surface de l'astre compact. Elle monte progressivement en température jusqu'à atteindre un point critique qui déclenche une explosion thermonucléaire. C'est donc plus ou moins le même mécanisme qu'une supernova de type 1A, mais à plus petite échelle. La naine blanche n'est pas détruite par l'explosion et la géante rouge n'est pas expulsée. Au bout de quelques décennies, cela leur permet de reprendre leur manège. On ne connaît que 10 novas récurrentes dans la Voie lactée et dans le nuage de Magellan, une galaxie naine satellite de la nôtre. L'explosion de l'une d'entre elles est donc un phénomène assez rare, sans non plus être exceptionnel. Les Coronnae Borealis font partie de celles qui ont les périodes les plus longues. Certaines novas récurrentes peuvent exploser tous les 10 ans environ. C'est le cas de Scorpii, dont les dernières éruptions remontent à 1999, 2010 et 2022. Une autre nova récurrente qui pourrait bientôt exploser est V394 Coronae Australis. Ces dernières explosions remontent à 1949 et 1987. Si on lui compte une période de 38 ans, alors son prochain pic lumineux devrait être autour de 2025. Bien entendu, ces périodes ne sont pas parfaites et varient légèrement d'une explosion à la suivante. Les novas récurrentes forment de bons candidats pour un jour terminé en supernova de type 1A. Dans ce cas, l'explosion thermonucléaire serait beaucoup plus conséquente et mettrait fin à la danse entre les deux compagnons. Les supernovas de type 1A étant extrêmement énergétiques, cela offrirait également un sacré spectacle dans le ciel, voire même potentiellement un danger si l'explosion a lieu dans le voisinage très proche du Soleil. Fort heureusement, aucune nova récurrente connue ne se trouve dans notre très proche voisinage. T Coronnae Borealis, celle qui est pressentie pour exploser l'année prochaine, est à 2600 années-lumière de nous. Elle offrira simplement un nouveau point lumineux pour les connaisseurs avertis du ciel nocturne. Si en revanche elle nous offre un jour son grand final, elle sera potentiellement tellement lumineuse qu'elle pourrait devenir visible en plein jour pendant quelques temps au moins.
Voilà, c'est tout pour cet épisode, mais j'espère qu'on a répondu à quelques-unes de vos questions. N'hésitez pas à aller voir la description pour aller voir l'offre de CyberGhost VPN. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres vidéos sur l'actualité spatiale, et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.